Spoliation d'un terrain de la division provinciale de la santé de Kinshasa, les agents de cette structure de l'État congolais ont manifesté leur mécontentement à travers une manifestation. Ils dénoncent la cession de 70% de ce programme de ce domaine aux investisseurs indo-pakistanais par un ancien ministre de l'urbanisme et habitat. Et à l'international, vous allez suivre la situation économique des entreprises africaines qui sont dans les infrastructures numériques, l'énergie et la fintech. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Commençons ce journal avec cette information en bref. Le chef de l'État qui a présidé ce vendredi 8 novembre 2024 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la 21e réunion du Conseil des ministres du gouvernement souminois. Outre la question de la communication du président de la République, le Conseil a suivi un exposé de l'État sur l'état de la situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le Conseil a eu aussi à s'enquérir des missions de contrôle des opérations économiques ainsi que de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Et en politique, le débat autour de la réforme de la Constitution continue d'alimenter les discussions. Après la classe politique, c'est à présent aux enseignants du droit d'entrer dans le débat de fond à l'université de Kinshasa. À la faveur d'une conférence débat, deux enseignants ont esquissé deux interprétations totalement opposées sur la question de savoir si les institutions en place peuvent revendiquer les droits de l'initiative de révision de la Constitution, bien que l'article 218 réponde à cette question. Le débat n'est pas tranché chez les juristes. Je vous propose de suivre la première intervention, celle du professeur Flavien Kalala. Pouvons-nous changer, non pas la Constitution, mais des constitutions? Parce que changer la Constitution, c'est la réviser. Mais changer des constitutions, c'est passer d'un ordre vers un autre. Est-ce que pouvons-nous changer les constitutions? Mais le pouvoir constituant intervient à quel moment? La question a été soulevée ici. C'est la question de l'intervention du pouvoir constituant. Si la Constitution doit rencontrer l'ordre social, le désir du changement doit partir d'en bas vers le haut. Quand le désir va d'en haut vers le bas, il s'agit d'un contrat léonin. Pourquoi je parle d'un contrat léonin? Un contrat léonin dans ce sens que les dirigeants actuels ont été élus sur base des mandats, des discours. Est-ce que dans les discours de campagne, il y avait un paragraphe consacré à la révision de la Constitution ou au changement? Je ne me rappelle pas. J'étais candidat, ainsi de suite. Je n'ai pas vu les collègues candidats députés nationaux dans leurs discours mettre les changements de la Constitution parmi les mots. Donc, conférer au Parlement actuel un pouvoir constituant dérivé, c'est de la fraude. L'idée générale serait que si on veut procéder à cela, on doit alors dissoudre cette assemblée, faire appel à une élection anticipée ayant pour objet que ces députés viennent pour changer la Constitution. Comme ça, le peuple connaît. On n'a pas trompé le peuple, on connaît que c'est ça. Et à ce moment-là, parce que conférer à ce Parlement qui n'a pas été élu sur ces bases, même si on dit que le Parlement se réunissant en congrès, va avoir un pouvoir constituant, mais c'est dans quel domaine? C'est pourquoi nous disons que la science constitutionnelle permet de lire les textes constitutionnels non pas dans leur lettre, mais c'est surtout dans leur esprit. Réponse du berger à la bergère, le professeur Christian Kabangé depuis réfute l'argument de son collègue et explique, suivez. Lorsqu'on va à l'article 218 de la Constitution et qu'on analyse l'initiative de la révision peut bel et bien partir du haut. Parce que l'article 218 reconnaît l'initiative de la révision au chef de l'État. N'est-ce pas? Et dans la définition du pouvoir constituant,
La nuance entre le pouvoir conscient originel et dérivé, c'est le pouvoir conscient dérivé, c'est celui qui a le pouvoir de réviser. Alors que le pouvoir conscient originel, c'est celui qui écrit la Constitution. J'irai même plus loin pour dire que même dans l'hypothèse du changement de Constitution, c'est vrai que l'initiative peut aller du bas, mais elle peut aussi aller du haut. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez, je pense que c'est l'article 68 de la Constitution, pour lui poser un problème, et c'est le cas de figure dans lequel on est. Le changement de Constitution, je vous ai dit ici qu'on n'a pas aujourd'hui, si vous rentrez dans la Grèce antique, une procédure qui fait intervenir le peuple à 100% dans toute la procédure. Ce n'est pas faisable. Le peuple ne peut pas intervenir, par exemple, dans l'écriture de la Constitution. C'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, puis il y a des États qui envisagent cette possibilité. Donc, dire que l'initiative ne peut aller que du bas vers le haut, et que lorsque ça va du haut vers le bas, c'est un contrat léonien, je ne suis pas d'accord avec cette approche, à cause justement des principes qui sont posés à l'article 218. L'initiative de la révision peut partir du haut. Et puis, on va rester dans ce débat autour de la Constitution. La conférence épiscopale nationale du Congo, 5 ans en sigle, a réagi aux déclarations du vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui a affirmé que le président Félix Tshisekedi aurait accordé $1 million à chaque diocèse de la Cinco pour leur œuvre caritative. Selon la Cinco, les diocèses n'ont reçu que $600 000 destinés à financer des projets pour les populations locales, et ce, à la demande du gouvernement. Ces projets ont été menés à bien et un rapport détaillé accompagné d'images a été remis au président, qui a exprimé sa satisfaction. La Cinco a également indiqué qu'elle est prête à accueillir une mission de l'inspection générale des finances pour vérifier la gestion de ces fonds, précisant qu'elle ne couvrira aucun cas de malversation financière, en réponse aux accusations de Jean-Pierre Bemba, qui a critiqué les prélats catholiques pour leur attitude envers le chef de l'État. La Cinco a affirmé que les fonds n'avaient pas été donnés pour acheter le silence de l'Église, mais pour soutenir les œuvres de charité, soulignant que son rôle prophétique demeure intact. Et je vous l'ai dit en titre ce jeudi matin, un silence pesant a envahi les locaux de la division provinciale de la santé de Kinshasa, désertés par les agents qui ont décidé de manifester dans les rues. Médecins, infirmiers et relais communautaires ont protesté contre la spoliation de leur terrain, cédé en partie à des investisseurs indo-pakistanais. Un accord signé par l'ancien ministre de l'Urbanisme aurait permis de transférer 70% de ce terrain stratégique pour la santé publique des prestataires, qui considèrent que cet acte comme une menace à leur travail et à la santé des Kinois, ont entamé une marche de plus de 2 heures pour sauver ce qui reste de leur domaine. Dans le moment, Giscard Tamba était de la partie. Un silence des cimetières, des bureaux presque vides. C'est vendredi matin, relais communautaires, infirmiers, médecins, bref, les dépendants de la division provinciale de la santé de Kinshasa ont préféré quitter leur lieu de travail pour investir les rues, protestant contre la spoliation de leur terrain, en réalité un terrain appartenant à l'État sur lequel leur service est implanté. Nous sommes en train de protester contre la vente de cet immeuble, de ces bâtiments, de cette parcelle. Cette parcelle, nous avons trouvé. Ce sont nos parents qui ont travaillé ici. Aujourd'hui, nous aussi nous travaillons. Nous demandons au procureur qui a levé cette mesure lui-même de suspendre cette travaux ici. Selon eux, l'ancien ministre de l'Urbanisme, Pius Mabilou, aurait signé un accord public-privé cédant 70% de leur terrain situé entre les avenues Codeco et 3Z à des investisseurs indo-pakistanais, le tout en échange de la construction d'un bâtiment modeste dont les travaux sont presque à la fin.
Après avoir fait un tour de leur domaine désormais rétréci, ils se sont dirigés vers le secrétariat du ministère de la Santé avant de faire un détour par le ministère des tutelles pour finir au ministère de la Justice. Un parcours digne d'un marathon dont l'objectif était de sauver ce qui restait de leur terrain plutôt que de décrocher une place sur un podium. Nous n'avons pas vu les personnes appropriées, c'est-à-dire les ministres, parce qu'il y a conseil des ministres. Mais quand même, nous avons été reçus par leurs services. En bref, ils nous ont promis de nous recevoir prochainement. Mais nous avons déposé les mémos, et les mémos ont été repris par leurs services. Ça sera lu et ils vont nous rappeler. Mais nous vous annonçons que ce n'est que le début. Cette marche de protestation a duré plus de 2 heures, bien au-delà des 30 minutes des marches recommandées journalièrement pour se maintenir en forme. Une véritable séance de fitness, mais avec une pointe d'ironie, car ce n'était pas la santé physique qui était en jeu, mais bien la santé du terrain de la division provinciale de la santé de la ville-province de Kinshasa. On va revenir un tout petit peu en arrière pour parler de l'Église du Christ au Congo, principale confession religieuse protestante en RDC, qui a annoncé la tenue imminente de son comité exécutif national. Cette rencontre prévue dans les semaines à venir vise à aborder plusieurs défis nationaux, notamment le débat autour de la Constitution et de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sans communiqué, le président national de l'ECC, le révérend Dr André Gédéon Bukundo Wambo, a souligné la nécessité pour l'ECC de jouer un rôle actif dans l'évolution de ces discussions. Il a appelé les Congolais à privilégier un cadre consensuel et apaisé pour traiter des questions touchant à l'intérêt supérieur de la nation en citant les psaumes 133 sur l'unité. L'ECC entend proposer des solutions idoines et consensuelles face aux défis sécuritaires et constitutionnel, a déclaré le révérend Dr Bukundoa, tout en réitérant son engagement à collaborer avec toutes les couches sociales du pays. Cette annonce intervient dans un climat marqué par des tensions autour du débat sur la révision ou les changements de la Constitution de 2006. Le 24 novembre, le cardinal Fridolin Ambongo, figure d'avant de l'Église catholique, avait qualifié ces débats de distraction, estimant que l'énergie nationale serait mieux investie ailleurs. Le débat est alimenté par l'initiative du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui milite pour une modification de la loi fondamentale jugée inadaptée aux réalités actuelles. Le président Félix Tshisekedi a exprimé son intention de mettre en place une commission multidisciplinaire en 2025 pour étudier cette réforme. Cependant, l'opposition et une partie de la société civile perçoivent cette démarche comme une tentative de remise en cause des institutions démocratiques. Et dans le domaine sportif, la République démocratique du Congo finit à la 5e place de la CAN après sa victoire sur le Congo-Brazzaville dans le derby du Poul Malébo. Les Congolais ont battu leur voisine 30-38. Retour en image sur cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Blechit Kouzola et Ene Kabamba. L'équipe nationale féminine de la République démocratique du Congo handball a battu celle du Congo-Brazzaville 30-28 ce vendredi 6 décembre 2024 au gymnase jumelé du stade de Martyrs de Kinshasa en match comptant pour la 5e place de la compétition. Après avoir mené 16-15 à la pause, la sélection congolaise a réussi à garder son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Oui, je suis satisfait. On a réussi à battre des équipes performantes. On a fait un parcours, j'ai envie de dire presque sans faute. Voilà, il nous manque, et on l'aura toujours en travers de la gorge, la victoire contre l'Égypte. Mais à côté de ça, voilà, on a bien progressé depuis le début de la préparation jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on a montré de belles choses. J'ai rejoint, comme l'entraîneur vient de le dire, il a tout dit. Vraiment, je voulais remercier tout le public qui nous a soutenus du début jusqu'à la fin. Vous voyez le dernier match, comme on est soutenu, ça fait chaud au cœur et ça montre que vraiment on a donné le plaisir au peuple congolais.
Et on va rester sur ces belles victoires. Et au moins, le peuple congolais, ils ont cet espoir pour on va relancer l'équipe pour remonter encore en puissance avec toutes les jeunes qui sont derrière nous pour faire le mieux au prochain CAN. La RDC termine donc 5e de cette 26e édition du championnat d'Afrique de nations de handball organisé pour une première dans le pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, alors que son voisin Congo-Brazzaville termine à la 6e position. Et pour approfondir cette actualité spéciale au gymnase du Stade des Martyrs, pour approfondir cette actualité, notre envoyé spécial au gymnase du Stade des Martyrs est en direct. Blessed Kouzola, bonsoir. Parlez-nous un peu de l'ambiance qui règne là où vous êtes au gymnase du Stade des Martyrs à quelques heures de la fin de la CAN, malgré l'élimination un peu précoce de la RDC. Ouais, on va dire que l'ambiance règne en maître ici au gymnase du Stade de Martyrs. En tout cas, malgré la défaite, l'élimination de la République démocratique du Congo en quart de finale, on sent quand même de l'ambiance. On vient de suivre plusieurs rencontres ici, notamment cette première demi-finale qui a vu le Sénégal battre l'équipe de la Tunisie. On a vu les supporters congolais supporter l'équipe nationale du Sénégal, notamment parce que le handball a réuni deux continents, le handball a réuni plusieurs cultures et le public congolais est en train de bien recevoir, ou on peut même dire a bien reçu ses hôtes, et ils ne se sont pas sentis étrangers du tout dans cette compétition. Ils étaient là, que ce soit la Tunisie, les Cap-Verts, toutes les nations ont en tout cas bien été reçus par la République démocratique du Congo, tant sur le plan organisationnel que sur le plan du terrain, sur le plan sportif. L'ambiance était vraiment au max. Le public a répondu présent aujourd'hui. C'est vrai que la RDC a aussi joué aujourd'hui. Elle a remporté son match, comme vous venez de suivre sur cette vidéo qui a précédé mon intervention. Sa rencontre pour la 5e place face au Congo-Brazzaville. 25 contre 23 et la RDC qui s'est donc adjugé cette 5e place. Donc on peut dire que l'ambiance est bon train, l'ambiance est bon train à quelques heures de la fin de cette CAN qui s'annonce palpitante. Et alors que cette CAN se termine, peut-on dire que la RDC a réussi sa compétition sur le plan organisationnel? Voilà, on peut dire que la République démocratique du Congo a réussi sa CAN à 80%. C'est vrai, sur le plan sportif, l'objectif n'a pas été atteint avec l'élimination précoce des Léopards en quart de finale, mais sur le plan organisationnel, on peut dire que la République démocratique du Congo a bien reçu ses hôtes, une bonne organisation depuis le début de la compétition jusqu'à aujourd'hui et même à la fin de cette compétition. Tout s'est bien passé. Déjà le fait de mettre l'accès gratuit au public a facilité l'intégration du public, la familiarisation même du public avec cette discipline qui est un peu méconnue ici en République démocratique du Congo. Donc on dit merci, on félicite donc la FEHAND par son président Amos Bayo qui, en tout cas avec l'aide du gouvernement, ont tout fait pour que cette CAN réussisse, et elle a bien réussi tant sur le plan sportif que sur le plan extra-sportif. Dans l'organisation, tout était bien. C'est vrai que l'homme n'est pas perfectible, l'homme ne manque pas d'imperfection, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. La CAN a été une réussite, je dirais même à 80%, voire 90%. Et la finale, c'est juste le samedi 7 décembre. Qu'est-ce qui est prévu pour cette dernière journée de compétition? Voilà, il faut dire que la compétition s'arrête déjà ce samedi 7 décembre ici au gymnase du Stade des Martyrs. Et alors il y aura
deux rencontres demain. Demain, samedi, il y aura deux rencontres avec d'abord le match qui va opposer la Tunisie, qui a perdu tout à l'heure face à l'équipe du Sénégal, qui va jouer face à l'équipe perdante du match Angola-Égypte. Et puis, ça sera à 14h30 et la grande finale interviendra à 17h entre l'Égypte, plutôt entre le Sénégal et la vainqueur du match Angola-Égypte. C'est vrai que l'Angola part favori pour cette rencontre-là, mais il peut y avoir deux surprises quand on sait que l'Égypte a éliminé la République démocratique du Congo. Donc ce sera ça le programme. Puis après ces finales, ces deux matchs pour la troisième et pour la troisième et la quatrième place, mais aussi pour la finale, il y aura donc la cérémonie de clôture qui va s'organiser au gymnase 2, donc de l'autre côté, où est prévu plusieurs spectacles. Il y aura certainement le mot du ministre des Sports, il y aura le mot également du président de la FEAND et peut-être même l'intervention du président de la République pour finir avec la compétition. Il y aura aussi le président de la CAB, la Confédération africaine de handball, qui va s'exprimer. Donc tout est en place pour que la cérémonie de clôture se déroule bien. Nous allons vous laisser poursuivre le travail. Blessed Kozola, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Voilà, c'était notre reporter sportif Blessed Kozola depuis le stade de Martyrs, dans les salles, bien évidemment, l'une des salles des gymnases. On va prendre maintenant l'actualité internationale. L'actualité économique au niveau international montre le bilan de novembre avec une certaine prudence des investisseurs marquée par une préférence pour les financements en dette jugés moins risqués dans un environnement économique incertain. Les secteurs de l'énergie, de la fintech et des infrastructures numériques continuent de concentrer l'essentiel des capitaux. Suivez. Les groupes africaines ont levé un total de 180 millions de dollars en novembre 2024, selon les chiffres compilés par la plateforme Africa. Ces montants, hors les sorties, se répartit entre 122 millions de dollars en dette, 155,5 millions en capital investissement et 2,5 millions en subventions. Les chiffres sont enregistrés dans un contexte global marqué par un ralentissement des investissements en capital risque. L'opération la plus importante du mois a été mêlée par Sun King, entreprise nigérienne spécialisée dans l'énergie solaire hors réseau, qui a obtenu un prêt de 80 millions de dollars de la Société financière internationale. Ces financements, représentant 44% du total levé en novembre, est le signe de l'attrait persistant des investisseurs pour les solutions énergétiques durables sur les continents. La répartition géographique des investissements reste largement concentrée sur le Nigeria et le Kenya, qui ont abordé à eux seuls 76% des fonds levés. Parallèlement au levé des fonds, des sorties ont été annoncées durant les mois. La start-up égyptienne El Makwa, spécialisée dans les technologies de la construction, a été rachetée par la société saoudienne Eyan. Depuis le début de l'année, les start-up africaines ont levé 1,86 milliard de dollars, répartis entre 1,2 milliard de dollars en equity, 635 millions en dette et 33 millions en subventions. Alors que les seuil de 2 milliards de dollars pourraient être atteints d'ici fin décembre, ces chiffres restent en dette baisse par rapport aux 2,8 milliards de dollars levés en 2023. Et puis en Côte d'Ivoire, le cocotier est l'une des principales cultures pérennes de rente pour les populations du littoral. Bien que la filière soit en déclin depuis plusieurs années, elle représente encore un grand potentiel économique largement sous-exploité. Francine Moukeba, les détails.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a approuvé un décret marquant officiellement l'adhésion du pays à la communauté internationale de la noix de coco. Cette décision fait de la nation ébournaine le premier pays d'Afrique de l'Ouest et le deuxième africain à intégrer l'organisation avec le Kenya. Créée en 1969, l'ICC est une organisation intergouvernementale regroupant 21 pays qui représentent plus de 90% de la production mondiale des noix de coco et des exportations de produits dérivés. Sa mission principale est de promouvoir le développement durable de la culture du cocotier tout en favorisant les échanges commerciaux et l'innovation technologique. En intégrant cette organisation, la Côte d'Ivoire ambitionne de développer et de valoriser en synergie avec d'autres pays membres sa filière de la noix de coco en déclin. Selon les données officielles, la production ivoirienne de noix de coco a chuté de 70% en 3 décennies, passant de 406 000 tonnes en 1986 à 125 565 tonnes en 2024. Une contre-performance qui a également relégué les pays du 1er au 5e rang continental. Dans l'optique de relancer les secteurs, il faut noter que la Côte d'Ivoire a organisé du 9 au 10 septembre dernier à Abidjan un sommet international sur la relance de la filière coco avec pour objectif d'identifier des solutions concrètes avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers. Selon les données officielles, la nation ébournaine a engagé 9,2 milliards de francs CFA des recettes en 2023 grâce aux exportations des produits à base de coco, alors que son potentiel réel est évalué à 60 milliards de francs CFA. Dans le pays, la filière soutient plus de 20 000 ménages dans les régions de San Pedro, des Grands Ponts. Place à présent à la revue de presse, sélection et commentaires de Momat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Commençons cette revue avec le phare qui revient sur la réunion des 5 chefs d'État à Lobito en Angola. Officiellement, cette rencontre visait à discuter du projet américain visant à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien via un corridor. Ce projet, qui passe par la RDC, la Zambie et la Tanzanie, s'inscrit dans un contexte où les États-Unis chercheraient, selon les analystes, à rattraper leur retard dans l'exploitation des minerais stratégiques en RDC. Ces retards face à la Chine, qui domine largement la scène minière, pousse Washington à intensifier ses efforts pour ne pas perdre son statut de leader mondial dans ces domaines. D'après certaines sources, la Chine contrôlerait déjà 80% des gisements des minerais stratégiques en RDC. À travers ces corridors de Lobito, les États-Unis espèrent consolider leur position. Géopolice Hebdo aborde de son côté la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine en Afrique, en particulier en matière de minerais. Alors que Pékin a promis 50 milliards de dollars d'investissement pour le continent africain, les États-Unis semblent prendre une longueur d'avance sur le projet des corridors de Lobito, ce qui pourrait renforcer leur influence en RDC et au-delà. Leurs efforts seraient soutenus par un projet d'infrastructure dont les développements semblent plus concrets que celui de Pékin dans cette région. Congo Nouveau de son côté revient sur une récente déclaration de Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, qui a manifesté, selon le journal, une attitude plutôt arrogante envers les députés nationaux. Il a esquivé une question sur son absence à l'Assemblée et sur la gestion chaotique du secteur des transports. Le ministre a minimisé le problème des embouteillages à Kinshasa et la mauvaise gestion des transports publics, se contentant de comparer la capitale congolaise à d'autres grandes villes. Cependant, il n'a pas répondu aux préoccupations concernant la sécurité des transports, notamment les nombreux naufrages sur le lac et rivières. Bemba, conclut le tabloïd, semble se positionner comme un super ministre qui échappe au compte à rendre devant les représentants du peuple, une situation qui semble fâcher de nombreux Congolais. De son côté, Info 27 met en lumière la modernisation du port de Matadi, un point névralgique du commerce maritime en RDC. Grâce à l'initiative écrit-elle de Matadi Corridor Terminaux à conteneurs MCTC, les ports entrent dans une nouvelle ère.
Le projet de modernisation est bien en cours, comme le confirme Forum 2As, qui a observé les premières étapes des travaux au port à conteneurs de l'ONATRA. Ces améliorations visent à renforcer la compétitivité du port en facilitant l'accueil des navires et en optimisant les conditions de travail des clients, un pas important pour le commerce extérieur du pays. Enfin, la prospérité s'épanche sur la situation sociale des Congolais à l'approche des fêtes de fin d'année. Le vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba a rencontré les importateurs des produits alimentaires pour s'assurer qu'il y aurait suffisamment de stocks pour satisfaire la demande pendant les fêtes. Les importateurs ont rassuré les ministres que leur stock était suffisant pour répondre à la demande et qu'ils prenaient des mesures pour contrôler le prix, notamment avec l'application des nouvelles directives douanières visant à réduire le coût de produits de première nécessité. Cette rencontre visait à garantir aux Congolais que la période de fête se déroulerait dans de bonnes conditions, sans pénurie ni flambée des prix. C'est ainsi que se conclut cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous. Voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Je vous rappelle les différents titres. Spoliation du terrain de la division provinciale de la santé de Kinshasa. Les agents de cette structure de l'État congolais ont manifesté leur mécontentement à travers une marche ce vendredi. Ils dénoncent la cession de 70% de ce domaine aux investisseurs indo-pakistanais par un ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et puis à l'international, vous avez suivi la situation économique des entreprises africaines qui sont dans les infrastructures numériques, l'énergie et les fintech. C'est la fin totale de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.